pour résumer les choses, est-ce que c'était pas un peu tenter de forcer la main, ou en tout cas de mettre, je parle pas de chantage, mais de mettre un coup près en disant voilà, si ça se passe pas comme ça, il faut s'attendre au pire. La philosophie. Oui, je crois que c'était le message, mais c'était aussi un discours réaliste, qui est de dire, depuis 10 ans, les entreprises automobiles américaines sont dans une situation difficile. À chaque fois, elles nous promettent que pour l'année prochaine, elles vont aller mieux, mais on voit bien que les vraies décisions structurelles qui vont permettre d'être compétitives à long terme ne sont pas prises. Et donc, on veut bien quelque part contribuer, et le Trésor américain veut bien refinancer les entreprises, mais à la seule condition, c'est qu'on s'assure que cette fois-ci, tous les problèmes passés sont laissés dans le passé. Alors le GM de demain, en quoi sera-t-il différent du GM d'aujourd'hui? Alors, il sera différent de plusieurs façons. Bon, première chose, il va avoir des coûts salariaux, hein, avec les salaires horaires, les systèmes de santé et les fonds de pension, qui seront compétitifs avec les constructeurs japonais et étrangers aux États-Unis. Aujourd'hui, le coût horaire, tout compris d'un General Motors ou d'un Ford, c'est 76 dollars de l'heure. Demain, ils seront à 49 dollars, c'est presque une division de moitié, qui est celui qu'a Toyota et Honda aux États-Unis. Donc ça a été le premier enjeu, et ce sera très différent demain. Ensuite, on pourra dire que GM et Chrysler n'auront plus de dettes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont échanger une grande partie de leurs dettes pour une petite partie de la propriété de General Motors et Chrysler, et donc ils vont avoir moins d'intérêt à payer. Ensuite, General Motors en particulier va fermer la moitié de ses marques. Donc ça va être une entreprise beaucoup plus simple à gérer. Et lorsqu'on aura un produit à mettre sur le marché, ce sera plus simple de savoir dans quelle marque on va le mettre, et donc quelque part d'avoir plus d'impact auprès des clients et des meilleurs produits. Dernière chose, les deux entreprises, General Motors et Chrysler, vont fermer 30 à 40% de leurs concessionnaires. Et donc cette fois-ci, ils vont pouvoir avoir des concessionnaires plus gros, plus profitables, qui vont pouvoir investir dans le marketing et puis acheter les bonnes localisations, en particulier dans les villes. Donc ce sont des concessions très importantes quand vous parlez de pratiquement 50% de pertes, que ce soit sur le niveau des salaires ou sur la protection sociale, c'est très important. Ouais. Oui, je pense que les entreprises qui vont émerger du processus en cours n'ont rien à voir avec les entreprises qu'elles étaient il y a seulement un an. Et je pense qu'il fallait une crise de cette ampleur, c'est-à-dire qu'il fallait être à la dernière extrémité pour pouvoir obtenir toutes ces renégociations et restructurer l'entreprise à ce point-là. C'était une question de vie ou de mort pour ces entreprises? Ah oui, je crois que, à la fois de vie ou de mort à court terme, parce que de toute façon, elle n'avait plus de cash, mais faute de faire ces changements, je pense que de toute façon, elle serait restée moribonde pour les 5 ou 10 prochaines années. Le GM de demain, on va séparer les mauvaises marques, entre guillemets, des bonnes, on va séparer le bon GM du mauvais. Expliquez-nous. Oui, alors il y a un processus. Alors on va voir pour GM, puisque la décision n'est pas encore prise, hein, elle le sera d'ici au 1er juin. Mais pour Chrysler, la façon en fait dont ça se passe, c'est encore une fois un processus légal très cadré aux États-Unis, qui est une des conditions possibles du chapitre 11, donc de la loi des faillites, qui permet de passer par ce qu'on appelle une vente 363. Hein, c'est un code très particulier de la loi américaine, dans lequel on prend l'entreprise, on la met en faillite, on coupe l'entreprise en deux, c'est-à-dire qu'on crée en fait une nouvelle entreprise au sein de l'ancienne, et la nouvelle entreprise rachète à l'ancienne, donc il y a Newco, Holdco, la nouvelle entreprise rachète à l'ancienne ce dont elle a besoin, et elle laisse dans l'ancienne entreprise toutes les choses dont elles pensent qu'elles n'ont pas d'intérêt, qu'elles ne veulent pas les financer, et que finalement, à un moment ou à un autre, on va fermer. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que Fiat, avec l'aide du gouvernement américain, a créé Newco. Newco est en train de racheter ce qui l'intéresse dans Holdco, et à ce moment-là, on va séparer à un moment le nouveau Chrysler de l'ancien Chrysler,
et l'ancien Chrysler sera mis en liquidation. Comment ça risque de se passer pour General Motors? Je pense qu'on aurait probablement, si la décision est prise, le même processus, c'est-à-dire un processus d'ancien et de nouveau General Motors, avec une vente de l'ancien au nouveau de ce qui est intéressant, et un certain nombre de choses, notamment des bâtiments, des choses comme ça, vont rester dans l'ancienne pour faire partie du processus de liquidation. L'avantage de ce processus, c'est qu'il est quelque part relativement rapide comparé à une faillite complète et à une réémergence complète. Il est assez rapide parce qu'on arrive assez rapidement à faire le système de vente, et ensuite il faut parfois des années pour la liquidation de ce qu'on appelle holdco. Mmh. Donc ça, c'est en dehors des coûts, c'est un autre aspect du processus, c'est de séparer le bon du mauvais, quoi. Ben, finalement, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on va faire? Pour donner un exemple, les usines dont on n'a pas besoin, plutôt que de les prendre et de les fermer, ce qui coûte très cher, on va les laisser dans holdco, et ensuite elles fermeront avec l'argent qui reste, et s'il n'y a pas d'argent, elles seront fermées à un coût zéro. Par exemple, les anciennes dettes, eh bien, on va les laisser dans holdco, elles vont disparaître naturellement, le processus légal va être simple, ça va être une disparition de la dette précédente, et on aura simplement donné en échange dans Newco une partie des actions aux anciens investisseurs. Est-ce que ça veut dire que demain, le gouvernement aura de près ou de loin à peu près 70% ou peut-être plus de ce que sera General Motors? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça sous-entend comme conséquence? Parce que c'est assez inhabituel ici. Alors, pour parler chiffres d'abord, il y a eu plusieurs scénarios. Un scénario dans lequel le gouvernement n'aurait pas la majorité, puis aurait 50%, puis aujourd'hui, le scénario d'hier soir, c'était 67%. Il est possible qu'on termine aux alentours de, mettons, 60% pour le gouvernement américain. Ce qui veut dire qu'effectivement, il aura la majorité. Bon, c'est une situation aux États-Unis à laquelle personne n'est complètement préparé, parce que autant en Europe, des entreprises nationales, on sait ce que c'est, il y en a beaucoup. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de cadre pour ça. Beaucoup de choses qui, en Europe, sont des entreprises publiques, aux États-Unis, sont privées. Et donc, il va falloir trouver quelque part le bon modèle dans lequel à la fois le gouvernement est propriétaire, mais en même temps, il ne souhaite pas se retrouver gérant de sociétés privées dont le seul intérêt doit être celui du consommateur, de l'actionnaire et des employés. Bon. Donc, je pense que très probablement, on va mettre en place un système qui est le système traditionnel d'une entreprise privée, avec une représentation de l'État, donc il y aura un conseil d'administration qui est en train d'être formé, une représentation de l'État qui probablement d'ailleurs ne sera pas à la hauteur de sa participation, de manière à s'assurer que l'État ne devienne pas à vie un propriétaire d'entreprise. Bon. Ensuite, c'est qu'il faut accepter de prendre des risques. Parce que politiquement, la décision de supporter Chrysler et General Motors a été une décision politiquement très difficile. Il faut savoir que l'essentiel de l'opinion américaine était contre, sans comprendre du tout les implications, mais l'opinion était fondamentalement contre. Et ensuite, on voit bien aujourd'hui, lorsqu'on ferme les concessionnaires, qui touchent absolument tous les États américains, la pression qu'il y a au Congrès pour arrêter ce processus. Donc c'est à la fois difficile de le faire, et en même temps, c'est difficile de ne pas le faire. Et malgré tout, ça n'a pas empêché le gouvernement de trouver une position intermédiaire. Je pense qu'en France, on est dans une situation dans laquelle c'est difficile de restructurer, parce que l'opinion publique n'apprécie pas, et en même temps, ce sera difficile de vivre avec les déficits budgétaires qui vont avec. La question, c'est comment est-ce qu'un gouvernement peut trouver une voie médiane qui à la fois fasse prendre des décisions qui sont impopulaires, mais qui 3, 4 mois, 6 mois, 1 an plus tard, apparaîtront comme celles qui ont permis de sortir le pays de la crise.